떡볶이 남았나요? 응. 자, 5인 그냥 있는 거 다 있는 게 몇 인분 정도 돼요? 뭔 촬영하시죠? 이거 이렇게 맛있어. 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 계세요. 이제 바로 올게요. 20분 뒤에. 누군지 알아요? 김현정. 와, 여기서 앞으로 피아니스트 되고 싶은 사람 있어요? 오. quatre enfants. 저는 중학교 1학년 때 유럽에 프랑스로 파리로 가서 피아노 공부를 해야 되겠다고 생각을 했어요. 그래서 부모님 설득을 해서 제가 혼자 프랑스로 갔어요. 그래서 그 프랑스에서 파리에서 공부를 했거든요. 그런데 굉장히 많은 노력이 필요했고 또 즐거운 날도 있었고 힘든 날도 있었는데 그래도 많이 노력을 해서 제가 이렇게 여러분들 앞에 서서 이렇게 모습으로 나타나게 됐어요. Nous sommes dans un institut de piano privé, comme il y en a tellement en Corée à chaque coin de rue. L'apprentissage de piano est très généralisé en Corée. Presque tout le monde sait jouer du piano un petit peu. Les enfants, ils y vont à partir de 5-6 ans, très souvent 7-8 ans. Mais dans mon cas, je suis allée à 3 ans, en fait, à la place de la maternelle. Au lieu d'aller à l'école, en fait, j'allais dans un institut de piano. C'est là que j'ai appris à lire et à écrire. J'avais qu'une idée, c'est de m'échapper, en fait, d'être libre, d'aller à Paris.
d'aller en France et puis faire du piano là-bas. J'avais 12 ans à ce moment-là. Ma maman dit OK tout de suite, très facilement. Puis à ce moment-là, je vivais une tension familiale. Et donc je l'annonce à mon père qui devient très fâché. Voilà, c'était sa première réaction, non catégorique. Ma mère a fait venir un sage qui était très réputé à ce moment-là, qui a persuadé mon père de me laisser partir. Partir aussi loin, c'était bien sûr l'inconnu total. On m'aurait dit d'aller sur la Lune, ça aurait été pareil. 프랑스에 간다고 엄마한테 이야기를 했을 때 그때 순간이 어떤 순간이었는지 어땠는지 기분이 아 이제 정말 자기 어쨌든 자기가 앞으로 할 일은 본인이 해요. 조그만 애기가 저기 외국 간다고 그러니까 아 자기 갈 길을 가는구나. 제가 또 그렇게 생각했어요. 왜 그러냐면 너무 특별하니까 저 혼자서 저 미국 줄리어대 예비학교 막 그런 데를 제가 또 전화를 막 해봤어요. 초등학교 다닐 때 이제 여기서 초등학교 나오고 나면은 정말 이 아이는 한국에서만 커가지고 안 되겠다. 제 혼자 그런 생각을 하고 했는데 아이 프랑스로 간다는 거예요. 그러니까 쟤만 이제 특별하니까 그렇게 했지. 지 아빠고 우리 집안이고 우리 자기 아빠 집안이고 뭐 우리 친구들이고 동네 사람들이고 절대로 보내면 안 돼요. 보내면 여자아이 조그만 애기라 완전 애기 버린다는 거예요. 못 보내게 해요. 근데 저는 그래서 그때 굉장히 참 훌륭하신 도사님이 계셨대요. Et donc elle a dit bon, voilà, dans ce cas-là, appelons ce sage et demandons-lui. 그러니까 그럼 그렇게 해보자요. Le moment où le sage était arrivé, j'étais dans ma chambre en train de faire ma manifestation. Il paraît que je sortais plus de ma chambre, je dors plus, je mange plus. 그러니까 이제 나와가 이제 앉아서 제가 생년월일을 말씀을 드리. 그래서 드리니까 두 말 하지 않고 이 한국은 좁으니까 외국으로 보내래요. 그러고 사인을 해달라고 그래요. 해가지고 이제 가면서 얼마나 막 당황해가지고 이 조그만 걸 보내려니까 당황했으니까 비행기표도 막 안 갖고 쫓아가는 거야. 여권을 안 갖고 갔던 거야? 여권을 안 가져갔지. 그래갖고 가서 보니 우는데 너는 막 좋아가지고 생글생글 웃으면서 공항에서 들어가면서 손을 막 이렇게 흔드는 거야. 너는 좋다고. Je venais dans une église pour travailler mon piano parce que je ne pouvais pas travailler le piano à l'appartement où je vivais, dans la famille d'accueil. C'est là en fait que j'ai découvert une espèce de joie de faire de la musique. Parce qu'à ce moment-là, je subissais le racisme à l'école, je ne comprenais pas la langue encore, il n'y avait personne qui me comprenait, je ne comprenais personne. La musique, c'était la seule langue que je comprenais, que je parlais. Donc c'était vraiment du temps pour moi où je pouvais enfin dire et écouter et comprendre.
arrivée à Compiègne pour aller dans une famille d'accueil. Cette famille d'accueil était composée d'une dame qui vivait avec ses 2 enfants. Et cette dame, il se trouve qu'elle est une amie d'une amie de ma maman. Et comme je voulais étudier en France et qu'elle était la seule connexion qu'on avait en France, eh bien, on est allé chez elle, elle nous a accueillis. Le premier dîner que j'avais chez elle, elle commence à me dire que, tu sais, en fait, tu es là parce que tes parents sont pauvres, sont devenus pauvres, ils ont fait faillite. Et donc, ils ne peuvent plus te garder à la maison. Et c'est pour ça, en fait, que tu es là, ici. Moi, je pensais que j'étais venue ici de moi-même, pour la musique, etc. Et elle dit, en fait, tes parents, ils ne pouvaient plus te garder. Donc, c'était vraiment un grand, grand choc. Et la façon dont elle me racontait ça, ça me suggérait qu'il ne fallait pas en parler à mes parents, pour ne pas leur faire de la peine. J'aurais très bien pu, par exemple, prendre le téléphone et leur demander mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et elle me dit mais ça coûte très cher d'appeler la Corée parce qu'à ce moment-là, en 99, c'est très difficile d'appeler à l'étranger. Et donc voilà, déjà c'est pas possible d'appeler mes parents souvent, j'ai pas envie de leur faire de la peine, donc voilà, je prends tout ça sur moi. Et puis voilà, les jours suivants, c'était d'autres mensonges comme quoi, tu sais, t'es nul en fait, je crois que tu vas pas y arriver, donc il faut peut-être que tu retournes en Corée. Ça se passait pas bien dans cette famille en fait. Et un jour, sa maman est venue de Corée avec l'idée de lui prendre une chambre en ville. Et elle avait 13 ans. Et nous, Marc m'en a parlé, il m'a dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas la laisser comme ça, toute seule, en ville, dans une chambre, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on en a parlé tous les deux, et je lui ai dit, écoute, on la prend chez nous. La première fois que je t'ai rencontrée, j'étais dans un état vraiment très sombre et très très triste parce que je venais de quitter ma maman et ça s'était très 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 mal passé dans la famille d'accueil où j'étais. Et puis voilà, Marc annonce que vous allez m'accueillir chez vous. Donc Schumann m'aurait dit je t'accueille avec ma femme Clara. J'aurais pas été du tout plus étonnée vraiment. Donc j'arrive chez toi, je suis encore pas bien du tout. Et là, avec ton sourire mais ensoleillé. Bonjour Lim, bienvenue, et tu m'accueilles avec une telle bienveillance, telle gentillesse, telle joie. Et je te dis bonjour madame. Je lui ai dit tout de suite, mais je ne suis pas madame. Tu m'appelles Agnès. Et est-ce que tu te souviens, tu m'avais raconté après que quand je t'avais embrassée, quand je t'ai prise dans mes bras, tu étais très étonnée, presque choquée. Ouais, le fait que tu sois aussi accueillante alors qu'on s'était jamais vu. Non. C'était la première fois qu'on s'est rencontrés et je reçois ce flot d'amour de ta part. Ça m'a sauvé la vie. Marc, quand il a rencontré Lim pour la première fois, est rentré à la maison en me disant « Écoute, c'est incroyable. Je viens de faire la connaissance d'une nouvelle petite élève. Elle parle pas un mot de français, mais elle joue du piano comme personne à cet âge-là. » Il avait joué... Ah oui. Oui, donc vous imaginez, Marc qui découvre son élève et là qui se dit mais c'est incroyable, c'est un don du ciel quoi. Avant d'arriver en France, bien sûr je jouais du piano, mais c'était comme une espèce de mission. Et j'arrive en France et je vois Marc et je sens, j'apprends une joie très naturelle et spontanée pour la musique. J'ai appris en fait la joie de la musique avec Marc. Merci.
Il est là. Il y avait une dame qui habitait à Compiègne. Elle était aussi pianiste. Et là, elle est venue, donc on l'a rencontrée. Et elle m'a dit ah oui, tu sais, il y a un grand conservatoire à Paris. Et là, il y a aucun Coréen qui est rentré. Donc là, voilà, c'est un grand conservatoire. Je me suis dit, j'ai dit à mes parents, ah oui, mais j'aimerais bien y aller. J'ai envie d'être la première Coréenne qui y rentre. Le palmarès de la jeune pianiste est déjà impressionnant. Diplômée de culture musicale et musique de chambre, premier prix de perfectionnement piano et félicitations du jury à l'unanimité. Elle a décroché en 2 ans les 4 disciplines musicales, alors que la plupart des jeunes musiciens l'obtiennent en 4 ans. Elle est devenue la fierté de la communauté coréenne de Rouen. Encouragé depuis toujours par sa mère, Yan Jan travaille 3 à 8 heures par jour la musique de ses auteurs préférés. J'aime bien Chopin, Rachmaninov, Poulenc surtout. Il y a beaucoup d'humour dans la musique, j'adore Poulenc. Je voulais écrire la musique, ma musique qui vient de moi et avec mes possibilités. Donc j'ai essayé une sonate et apparemment ça a bien marché. Pour moi, le silence, c'est la toute première note de la musique. La qualité de ce silence va influencer en fait toute la pièce. C'est durant ce silence que tu te prépares, c'est durant ce silence que tu prépares ton état d'esprit, que tu te mets disponible en fait pour jouer cette œuvre. J'étais toujours seule quand je voyageais en train de Rouen à Paris et Paris-Rouen. À la gare, je faisais la queue pour acheter le billet. J'attendais sur le quai, puis je prenais le train. Et une fois arrivée à gare Saint-Lazare, je prenais le métro. Mais au début, pour prendre le métro, bien sûr, j'ai un peu erré. Il y a ma maman qui habite avec moi pendant 2 ans et demi à Rouen. Elle ne parle pas un mot de français, donc c'est super solitaire comme vie. Et j'avais vraiment besoin qu'elle soit bien, quoi. Alors, ouais, j'étais en train de traverser la rue devant l'église Saint-Ouen. Et là, je vois une dame à peu près du même âge que ma maman, mais une dame asiatique. Je m'accours à elle et puis je lui demande « Mais madame, vous êtes coréenne ?»« Oui, je suis coréenne. » Et je commence à parler coréen. « Ah bon, mais moi j'habite avec ma maman, elle est toute seule. Est-ce que vous pourriez venir jouer avec elle ?» Et je l'ai invitée chez moi comme ça, direct. Donc ma mère, elle était bien sûr contente de rencontrer une dame coréenne. Et puis bah voilà, ils sont devenus amis. Ils se voyaient de temps en temps et c'est sympa comme ça. Au début, donc il y avait la possibilité d'être logé à Arpège. Arpège, c'est comme un internat pour les mineurs. Donc on a déménagé dans cette toute petite chambre. J'ai pu rester pendant 6 mois là. Et après, ben, il y avait plus de place. Je devais partir.
Donc c'est là que j'ai dû chercher à la hâte un endroit à vivre. Avec 500 € de budget, j'ai cherché un appartement. C'est là que j'ai trouvé ce garage. je venais... Ouais, normalement, je venais comme ça et je traversais. Je traversais ici et j'habitais à peu près là. C'est fou, tout a disparu. Et j'ouvrais la porte du garage, donc le volet. Bah tu vois, tu as la voiture qui passe juste sous ton nez comme ça. Et du coup, il fallait faire super attention. Bah regarde, ça passe super près. C'est comme ça. Et du coup, j'ouvre la porte, toutes les poussières de la voiture entraient dans la maison, enfin dans le garage. Et j'avais mon piano juste derrière le volet. Comme ça, le bruit des voitures cachait un peu du coup, le son du piano, ce qui fait que je pouvais travailler tranquillement. Non, franchement, le bruit autour, moi j'étais reconnaissante, en gratitude de pouvoir travailler mon piano en paix, mais les ambulances, ça c'était très très fort par contre. Ouais. J'ai tellement rêvé de ce conservatoire que c'est une légende pour moi, cette école. Debussy, Ravel, Saint-Saëns, Fauré, enfin, César Franck. Donc, bon, voilà, j'ai eu ce concours d'entrée qui était un miracle, vraiment un vrai miracle pour moi. Donc, je me souviens très bien des jours qui ont suivi, en fait, après le résultat. Donc, je reçois le résultat comme quoi je suis prise. Les jours qui suivent ont été comme un rêve pour moi. J'ai eu l'impression de planer. J'ai l'impression que je suis dans les nuages, en fait, vraiment, c'est le cas de le dire. J'arrive donc ici, je prends le train de Rouen pour venir à Paris, déménager. J'ai le cœur vraiment qui bat, avec tellement d'espoir. Et en fait, quand je suis arrivée dans le conservatoire, je ressens une très grande responsabilité. C'est assez étrange parce que j'ai reçu exactement la même chose 20 ans plus tard. Tout à l'heure, quand on est arrivé ici au conservatoire, il y a 1 heure à peu près, je me souviens, j'arrive et puis je vois l'entrée et je vois ce gros bâtiment, le hall très impressionnant, assez dark, c'est assez gris, très imposant. Et moi, je me sentais toujours, ouais, vraiment, je me sentais toujours assez sous pression quand même, dans le sens où je sens toute la lourdeur, toute la charge historique. Ici, c'est le couloir d'attente, parce que la salle Florey, c'est là qu'on passait nos prix, nos récitals, ouais, examen final, quoi. Donc là, on fait les 100 pas ici, on fait les 1000 pas, on est super stressé, on est sous pression. Donc là, voilà, c'est le couloir de la torture. Et puis bah, là, c'est là que je suivais mes cours d'impro. Et les cours d'impro, c'était vraiment marrant. On était tous en cercle et puis bah, chacun jouait ce qu'il voulait ensemble. C'était vraiment sympa. Et moi, je me souviens d'un cours en particulier. J'étais en retard parce qu'à cause des rats. Donc la mairie avait envoyé des gens pour tout purifier.
Donc mon appart, il était en fumée, avec mon piano à cul qui c'était sous la fumée, mais j'avais mal au cœur de voir mon piano sous la fumée. Et donc à cause de ça, j'étais en retard. Et du coup, j'arrive en couvrant, je dis « Ah, mais t'es en retard, je suis désolée, il y a des rats chez moi. Ah, t'as pas pu trouver une meilleure excuse et tout. » Il m'a pas cru. Les pianos à corps, c'est les ravis. Et puis, elle fait... Donc on a étudié ensemble pendant les mêmes années, puis on a même été ensemble au cours de pianoforte. Ouais, on faisait l'initiation au pianoforte. Voilà. Puis Vardoui, c'était voilà, la personnalité brillante. Oh, elle est adorable. Ouais, si, tellement. Ouais, t'avais ta personnalité très individuelle. Vraiment, on savait qui tu étais. Tu sortais du lot, quoi. Voilà. Ah, ouais, elle est adorable. Il y a des jours comme ça, il fait gris, on sort du métro, et puis miracle. Moi, j'arrivais d'Arménie. Ouais, c'était une longue histoire. C'est que j'étais très attirée par la France quand j'étais petite. Oui, voilà. Par le conservatoire aussi, ou bien? Oui, tu vois, c'était une maison vénérée. On se sentait... c'était un peu comme un rêve. Et puis, on est arrivé et je pense que... je ne sais pas comment tu ressens cette chose. Le conservatoire était un peu la maison. Parce qu'on arrive... La légende. Oui. On parle la même langue. Tu sais de quoi ça. on parle. Tu sais de quoi je parle. Oui, c'est ça. C'est le rêve, quoi. C'est le rêve d'enfance. Ouais. Oui. Et puis on arrive, on se trouve. Et puis quand il y a des personnalités comme ça, mais c'est quand même géographiquement loin. Ouais. On arrive et on rencontre des gens avec qui on n'a pas besoin de cacher des choses. On est content. C'est jamais l'insouciance. C'est-à-dire que je ne peux jamais me concentrer que aux études. Il faut penser à survivre, il faut penser à pouvoir rester en France. Donc, comme j'habite à Villeneuve-Saint-Georges, la préfecture qui est associée, c'est celle de Créteil. Et c'est la préfecture la plus difficile, c'est la préfecture où il y a le plus de demandes. J'ai l'habitude de toute façon avec la préfecture de Rouen. On sait que c'est super dur, il faut y aller super tôt, donc j'arrive, il est 5h du matin. Il fait encore noir, il pleut un tout petit peu, donc il fait super froid en plus. Et là, je vois des gens qui ont dormi dans leur tente. En fait, ils sont déjà en train de faire la queue depuis hier, depuis la veille. J'ai beau arriver à 5h du matin, je dois quand même faire la queue, mais il y a une attente immense. Il y a un fil d'attente interminable. Et là, à un moment donné, j'entends quelqu'un qui dit « Union européenne, vous allez dedans, vous allez dans l'immeuble ». Et je précise, il était 6h du matin, peut-être que j'avais attendu 1 heure à ce moment-là, et vraiment, on mourait de froid, quoi, parce qu'on est dehors, il pleuvait. On voit donc les Union European People aller dans l'immeuble au chaud, et nous, on est restés dehors. Donc je me dis, mais c'est pas possible, ça c'est injuste. Donc je vais voir le monsieur, il dit, écoutez, on veut aller à l'intérieur, il fait trop froid, c'est pas possible de rester là. Et là, il nous dit, fallait pas venir, hein, il fait froid chez nous. Vous retournez chez vous si vous n'aimez pas le froid. D'un rêve qui est si fort et que quand tu le réalises, normalement tu devrais sentir comme si tu as tout, comme si tu as, je sais pas moi, dominé le monde ou quelque chose, comme si tu as tout. Mais en fait, pas du tout. Ouais, une fois le rêve accompli, tu as encore une autre étape à faire, tu as encore l'étape suivante, un autre rêve qui arrive, ça finit jamais. Moi, je pensais qu'en entrant dans ce conservatoire, ça allait être tout rose pour moi, mais en fait, pas du tout, ce n'est que le commencement. Donc, ouais, il y avait cette confusion aussi, puis je me disais, mais qu'est-ce qu'un rêve? Qu'est-ce qu'une vocation? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que cette vocation, finalement, ne m'enferme pas?
est-ce que j'arriverai à être heureuse sans le piano? Est-ce que le piano est absolument nécessaire à mon bonheur? Ça veut dire que je suis dépendante du piano. Ce qui était bon, pas si mal, puisque bon, j'étudiais avec acharnement, mais à un moment donné, il faudrait peut-être savoir être heureux juste en existant, en fait. Voilà, donc je vais faire cette retraite en Allemagne, et puis ben, comme par hasard, le maître me pose cette question fatidique et me dit si jamais vous perdez vos doigts demain, si vous avez un accident et que vous perdez vos doigts, qu'est-ce que vous allez faire? Et je me souviens que c'était comme si on m'avait frappé à la tête. Je n'arrivais plus à penser du tout. Je dis mais sans mon piano, mais je sais rien sans mon piano, mais c'est la fin du monde. Mais quand tu as une telle vocation, quand tu es tellement immergé, que tu as donné toute ta vie pour quelque chose, pour la musique, pour le piano, ben, c'est inimaginable. Mais finalement, ouais, je crois que durant cette retraite, j'ai appris à devenir être humain avant de devenir pianiste. Vénérable Cheondo S님, nonne bouddhiste coréenne, vénérable, respectable, avec qui j'ai vraiment le très grand bonheur d'être ensemble. De temps en temps, je viens ici au temple, je me recueillis, je me sens tellement bien ici. Il y a une authenticité tellement vraie. Et voilà, elle est une présence extrêmement bienfaisante, tellement de compassion, tellement de sagesse. Jouer du bar ici dans ce temple bouddhiste en Corée, c'est finalement la rencontre entre l'Occident et l'Orient qui s'est concrétisée. Et voilà, normalement, bar, musique, qu'on joue très souvent dans des cathédrales, dans des églises, sur l'orgue. Et cette musique, elle était jouée donc, dans un temple bouddhiste. Et je pense que Bouddha était très content. Je pense que Bach et Bouddha ont été satisfaits quand même, je pense. 어렵고 힘들 때마다 이 세상에 정말 몇 안 되는 0.0001%도 안 되는 지금 이 자리인데요. 그쵸? 네. 6억 8천, 7억 8천인가?
7억 8천 인구 가운데 우리가 0.00001% 정도 선택되어서 오늘 이 자리에 오셨는데요. 오늘 이 들은 음악 한 곡, 한 가락, 한 자락, 한 소절 이것만 품고 살아도 째째하게 살진 않을 것 같아요. 그쵸? 네. 어렵고 힘들 때마다 아 내가 그렇게 운이 좋았었지. 아 내가 정말 그렇게 멋진 자리에 행복하게 앉아있을 수 있었지. 세상에 제일 피아니스트 임현정님과 이렇게 호흡을 같이 나누고 있었었지 라고만 생각하셔도 여러분들은 세상에서 가장 멋지게 살 수 있을 것 같아요. 자 드십시오. 감사합니다. 그 예쁠 때 와서 얼마나 좋아. 그러니까요. 근데 지금도 너무 이뻐요. 나쁘지 않아. 예쁠 때 왔으면 좋다. 단풍 좋았고. 자 갑시다. 오세요. 너무 달려가. 너무 영광이에요. 너무 영광이에요. 너무 이렇게 앉아가지고 너무 좋아. 근데 저 집이 생겼네. 그분까지 쫙 서가지고 너무 좋았어. 그림이 너무 좋더라고. 아마 이번에 그 하면 그렇게 나올 걸. 또 잘 나올 걸 그림이. 맞아요. 따뜻하니 좋다. 누구지? 근데 요즘에 그 한국 밴드들도 다 선물 같은 거 잘 들고 와요? 못 들고 와요? 아, 그 코로나 때문에 그런 거 거절, 화한 거절 뭐 이런 거 있죠. 아니 거절하는 거 그렇고 막 개인적으로 네. 아예 다 안 받는 거야? 아, 근데 막 개인적으로 또 뭐 선물도 많이 주시고 그래서 몸둘 바를 모르겠죠. 그 김연아처럼 막 좋을 것 같아. 좋지 뭐. 팬들이 이렇게 해줄 때 좋은 거지. 그 사랑이나 막 그런 표현? 그치? 팬들이 표현해주고 막 환호해주고 이것 때문에 더 막 업돼가지고 하지 않아? 그렇지 않아? 그쵸? 네, 맞아요. 아마 스스로 하나? 셀프? 스스로 할 것 같아. 스윙도 좀 잡벅 스타일이잖아. 잡벅 스타일이어가지고 그냥 내가 좋아. 내가 막 좋아 이런 거 하고 나면 내가 좋아서 뭐 또 하지. 아 이제 다시는 안 해야지 이러면서 계획을 또 하는 거야. Mon père a bâti un immeuble. C'était le premier immeuble moderne de notre ville. Mon père a fait fortune grâce à la vente des lunettes. Donc il était opticien. Voilà. Enfin, il est devenu opticien parce qu'il a fait plein d'autres trucs avant. Donc ouais, c'était un immeuble très adulte. C'était pas du tout pour les enfants quoi. C'était très austère, assez noir. Ouais. J'avais toujours peur en prenant ces escaliers parce qu'on habitait tout en haut. Mais j'avais quand même une vue sur toute la ville. Ah bah c'est là, l'école, elle est là. Elle est juste là. C'est très impressionnant de revenir. Ça fait tout bizarre, hein. Très impressionnant. Et ça c'est donc le collège que j'ai fréquenté pendant quelques mois avant de m'envoler pour la France.
Mais c'est drôle parce que moi, quand j'étais petite, j'ai eu l'impression que ça faisait 10 km, ça faisait super loin de chez moi jusqu'à l'école primaire. J'ai eu l'impression que c'était vraiment, il fallait marcher, mais pendant une éternité. 야, 왜 그래? 야, 너 이런 거 잘하잖아. 맞아. Je suis pas revenue ici depuis tellement longtemps, tellement longtemps. 안녕하세요. 여기까지는 제가 나중에 한번 따로 하셔야 될 것 같아요. 여기. Ce sont des présentations des amis. Alors voilà, je te présente mon amie Chang Ha-eun, par exemple. Donc elle est bienveillante, elle se moque pas des gens, elle est jolie et je suis très fière d'être amie avec elle. Je jouais... Là, il y avait toujours un piano là-bas. C'est drôle, hein? Ça me rappelle des souvenirs de voir ce miroir. Je me disais, quelle malheureuse fille qui a l'air si triste. Alors mon père est né en pleine invasion japonaise. Quand il avait 6 ans, son père était de force emmené dans le camp de concentration. Donc après 6 ans, son père, donc mon grand-père, est retourné à la maison. Il n'y avait que la squelette, que la peau sur l'eau, sur les os. C'était un cadavre qui est revenu à la maison. Les Japonais avaient totalement détruit absolument tout. Ils sont même allés jusqu'à détruire spirituellement les Coréens en mettant des barres en fer sur les sommets de chaque montagne pour bloquer donc le chi, l'énergie sacrée. Ils pensaient que ces grandes personnalités émergeaient grâce aux énergies des montagnes, puisque la Corée est composée 70% de montagnes. Ce sont les séquelles de la guerre, de l'invasion, forcément, qui sont donc dans le cœur de mon père. Puis c'était lourd, bien sûr. Moi, qui suis née en 86, je ne pouvais pas avoir de repères pour comprendre, si tu veux, la souffrance de mon père. Et cette violence que je ressentais en lui, mais bien sûr, ce n'est pas possible pour moi de comprendre. Donc tout ce que j'avais à faire, c'était de protéger ma maman. Parce que pour moi, ma maman, c'était l'incarnation de la douceur, de la bienveillance. Mon immeuble, c'est là, tout au bout de ce pont. Vous voyez cet immeuble blanc avec le néon. Il y avait toujours des linges qui étaient étendus. Donc on voyait ces grands draps blancs, qui flottaient. Et si ma mère était à la maison, eh ben, les draps étaient toujours là. Ça veut dire qu'elle est là. Si les draps n'étaient pas étendus, ça veut dire que ma mère n'était pas à la maison, tout simplement. J'arrivais à la maison avec le cœur qui se serre. Vous pouvez imaginer qu'on était juste exactement de la même pauvreté que la Somalie. Les Coréens, en 3 décennies, mais on a bâti mais un pays de puissance économique. Maintenant, on est 9e.
le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression, nous, en tant que musiciens, qu'il n'y a qu'un chemin, qu'une voie toute tracée, et c'est celle des concours. Il faut absolument gagner des concours pour pouvoir exister sur scène. Et je trouve ça extrêmement dramatique et dommage, parce que ça nous donne trop de pression et ça nous décourage. Et donc, moi, j'avais envie de montrer, peut-être à ce moment-là, qu'il y a une autre voie possible, celle qui est unique à chaque personne. Voilà, j'ai cru en le ciel, j'ai mis ma foi en ciel, et voilà, moi, je me concentre à la musique. Et finalement, c'était une bonne décision. Je ne le savais pas pendant un an, bien sûr. Pendant une année, c'était l'inconnu total. C'était très difficile. J'avais vraiment énormément peur. Bien sûr, j'avais une peur colossale, puisque bon, je ne savais pas où est-ce que tout ça allait m'amener. Et c'est là que YouTube est arrivé. En 2008, j'étais invitée à un tout petit festival en Belgique, dans une toute petite église, en toute petite comité. Et là, je jouais l'intégrale des études tableaux de Rachmaninoff, qui est en soi un grand challenge. Hein. C'est en soi un gros projet. Mais en première partie, j'ai joué ça. Et puis en deuxième partie, j'ai ajouté l'intégrale des études de Chopin. Et donc, c'est un programme complètement dingue. Je pense que personne n'a fait ça avant. Je crois que personne n'a fait ça depuis. Peut-être pas après. J'en sais rien. J'ai jamais vu quelqu'un qui a fait ça. Mais c'était, voilà, ma possibilité à moi, mon moyen, ma façon à moi de m'imposer. De dire au monde entier, voilà, je suis comme ça, qui je suis. Et donc, ce concert a été enregistré, filmé. Et donc, j'ai posté ça sur YouTube. Et là, miracle, c'est là en fait que l'intervention divine est vraiment là. C'est ce que moi je me dis. Presque personne ne s'intéresse aux études tableaux de Rachmaninoff ou aux études de Chopin. Il y a eu un tollé, il y a eu un boom extraordinaire avec le Vol du Bourdon de Rimsky-Korsakov, que j'ai aussi posté, mais que j'ai joué en bis en fait. Vous voyez, c'est ça le paradoxe et l'ironie de la vie, c'est que moi je pensais que voilà, c'est ça, ce gros programme-là que je présente au monde entier, et je pense que c'est ça qui va attirer de l'attention, et je me donne absolument tout pour ça. Et le Vol du Bourdon de Rimsky-Korsakov, moi j'ai dû travailler ça une semaine, ça dure 1 minute. Et bon, j'ai joué ça comme ça à la fin du concert pour un peu alléger l'atmosphère, et c'est ça qui a attiré tellement d'attention, d'abord en Corée. Les Coréens étaient fous de cette vidéo. Ça a été visionné par des millions, donc j'ai invité par les journalistes à donner des interviews. Et ensuite, les gens ont commencé à voir donc, voilà, mes interprétations de ces grosses œuvres. Et là, je reçois voilà, la proposition des grandes agences, une très grande agence anglaise qui travaille avec moi. Et tout, voilà, tout démarre comme ça, avec YouTube. Non, mais c'est extraordinaire, non? C'est complètement hallucinant. C'est ce que je me dis toujours aux élèves, voilà, vous tracez votre route, mais concentrez-vous seulement
toujours sur l'amour de l'art, votre amour pour la musique. Vous faites de votre mieux et ayez foi en ciel. Lâchez prise. Lâchez prise vraiment. Et là, vous verrez, les portes s'ouvrent. Ça qui est super important. Ce livre de bas qui est super important. C'est très important aussi. 거기 있어. 원래 있던 대로 있어. Voilà, quand je travaille Mozart, je lis ses correspondances de Mozart. Ses correspondances de Mozart. Et puis, j'ai 3-4 biographies sur Beethoven que je lis. Beethoven est un compositeur qui est tellement idolâtré, tellement sacralisé, qu'on a du mal à s'approcher de ce compositeur. On a l'impression qu'on n'a pas le droit de devenir un avec sa musique. Quand j'ai vu son portrait vers 7-8 ans, vous allez voir aussi sûrement dans les photos de mon papa, tu vas voir, c'est presque le même visage, la même dureté, sévérité. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 17 ans, mon père il a eu une crise cardiaque. Donc on a dû l'opérer, il était question de vie ou de mort. Et puis moi j'ai vraiment pensé qu'il allait vraiment mourir à ce moment-là. Donc je me souviens que je lisais le livre tibétain des morts. Et je priais, je faisais ma méditation, je priais que mon père soit ressuscité parce qu'il était rentré en opération pendant une dizaine d'heures. Et c'est là finalement que je me suis rendu compte à quel point mon père est fragile et qu'il est aussi un être humain comme nous autres. Et j'ai vu sa fragilité et j'ai vu en fait, durant cette méditation que j'ai faite durant des heures, toute la nuit, j'ai compris qu'il était un homme avec sa vulnérabilité, comme moi-même. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à considérer Beethoven comme un être humain comme les autres. 나 처음으로 엄마가 그 연주하는 거 본 적이 언젠지 이제 내가 다 크고 나서 크고 나서 처음으로 본 거. 그때 기분이 어떠셨는지. 아 그때는 뭐 루앙인가 콘서바토리인가. 그러지. 그 학교에서 이제 뭐 시험인지 시험 볼 때인가 봐. 근데 맨 마지막으로 동양 애가 조그만 애가 나와서 치는데 그때 울었다. 너무나 여태까지 특별하고 멋있게도 잘 살았는데 앞으로도 너 인생 너 하고 싶은 대로 다 펼치고 정말 잘 살아라.